Il faut d'emblée le dire que même à la Première Guerre mondiale, il avait été utilisé des flèches empoisonnées. Et plus tard, d'autres produits chimiques ont été utilisés, notamment les gaz de moutarde et puis le chlore. Et c'est pour éviter de telles répétitions d'affres de ces guerres que la Convention sur l'interdiction des armes chimiques a été signée. Vous conviendrez également avec moi que qui parle de chimie joue un équilibre très difficile, parce que les produits chimiques peuvent être utilisés à des fins utiles. Les médicaments sont des produits chimiques, mais en même temps, le même médicament à une dose élevée peut être un poison et donc un toxique. Je tiens à le dire, le chlore qui est utilisé comme désinfectant peut être utilisé aussi comme un gaz neurotoxique. Le stylo que vous utilisez contient un produit qu'on appelle la triéthanolamine, qui est contenu dans la mine du stylo. Il suffit de recueillir de nombreuses mines de stylo et d'extraire la triéthanolamine, pour laquelle il faut à peine 10 mg pour décimer une population de 100 à 200 000 habitants. Il suffit simplement d'avoir la technologie et d'y faire. Je vous le dis, mais ce n'est pas aussi aisé à mettre en place, mais tout ce qui entre comme encre dans ce pays est bien sûr surveillé, parce que contenant de la triéthanolamine. Donc vous dites que les armes chimiques premières étaient effectivement des produits chimiques connus pour leur toxicité, mais aujourd'hui nous savons que tout ce qui est produit chimique dérivé d'un certain nombre de produits chimiques initialement toxiques peuvent être utilisés également à des buts non pacifiques. Alors qu'en règle générale, ce que nous souhaitons, ce que la communauté internationale souhaite, c'est que ces produits puissent être utilisés à des fins non pacifiques. C'est d'autant plus que la chimie a énormément impacté nos vies. Tout ce que nous utilisons à la maison est à base chimique. Donc, la Convention sur les armes chimiques régule tout ce commerce relatif aux armes chimiques. Et justement, pour mettre en place ou pour assurer la traçabilité, la surveillance de ces armes chimiques, le principe, c'est que lorsqu'un pays exporte un produit chimique reconnu d'emblée comme dangereux, par exemple le cyanure, qui est utilisé dans l'extraction de l'or, ce pays déclare à l'OIAC la quantité exacte d'un produit X qu'il exporte vers la Côte d'Ivoire. Et ce produit, quand bien même il est destiné à une société Y, n'est pas remis à la société Y. Elle est remise à l'autorité nationale de ce pays, qui lui fait les vérifications et qui ensuite va demander à la société Y qui a importé ce produit où est-ce que le produit s'en va. Nous assurons donc la traçabilité et nous nous assurons que le produit est utilisé à des fins telles que décrites par la société en question. Et en retour, nous avons l'obligation de déclarer à l'Organisation internationale pour les armes chimiques, l'OIAC, dont le siège est à La Haye, les quantités exactes que nous avons reçues. À la fin de l'année, l'OIAC va rapprocher les quantités exportées vers la Côte d'Ivoire et les quantités enregistrées par la Côte d'Ivoire. S'il y a un gap, il faut s'expliquer. Donc voilà tout le travail qui est fait, et vous conviendrez avec moi que les défis sont immenses. Les défis sont immenses et les défis vont en s'augmentant. Si il est vrai que pour la plupart des pays de la CEDEAO, deux défis majeurs ont été relevés. C'est d'abord les accidents chimiques, et vous savez tous comme moi qu'un certain nombre d'usines, avec notamment celle la CIVOP à Yopougon, a été victime a connu un accident chimique. Ce sont des produits chimiques qui ont été à la base. Donc, les accidents chimiques qui doivent être, pour lesquels il nous faut mettre en place des procédures et des plans d'intervention pour faire face rapidement. Tout récemment, nous avons été confrontés à un déversement d'acide sulfurique à titre très élevé dans la zone industrielle à Biétry. Et cette usine était à côté des maisons d'habitation. Vous savez tous comme moi la pression démographique sur les zones industrielles. À côté de ce premier défi, le deuxième défi, c'est l'utilisation des produits chimiques pour des attaques contre les populations. Jusqu'à un passé récent, nous ne surveillons pas les produits nitratés qui sont utilisés comme engrais. Mais depuis un certain temps, le fait que les produits nitratés, il suffit simplement de les enrober avec du gasoil pour les stabiliser, d'y mettre une mèche et ensuite de mettre ce qu'on peut comme objet contendant, tranchant, coupant pour en faire une bombe. Ce sont ces produits-là qui ont été utilisés dans le nord du Mali. Donc depuis peu, les produits nitratés n'entrent pas en Côte d'Ivoire sans autorisation. Vous voyez tous comme moi que ces produits nitratés, initialement utilisés comme engrais, ont été détournés
pour des fins militaires, à des fins militaires. Bien sûr, pour la Côte d'Ivoire, comme je le disais tantôt dans mon intervention, il y a un autre défi qui s'impose à nous, c'est que nous avons interdit l'orpaillage clandestin, puisque cet orpaillage clandestin fait perdre beaucoup d'argent à l'État du Côte d'Ivoire. Non seulement cela, mais l'orpaillage clandestin se fait dans des conditions qui ne respectent pas les normes relatives à la protection des populations et de l'environnement, avec toutes les causes sociales, morales que cela entraîne. Le gouvernement a donc pris sur lui d'interdire l'orpaillage clandestin. Et nous savons aussi que cet orpaillage clandestin utilise les mêmes produits chimiques qui sont utilisés par les sociétés minières officiellement reconnues, mais ces orpailleurs, par exemple pour ce qui concerne le cyanure, ces orpailleurs pensent que plus on met du cyanure, plus on extrait l'or. Mais plus vous mettez du cyanure, si vous n'extrayez pas s'il y a un excès de cyanure, cet excès de cyanure va être rejeté dans l'environnement avec les conséquences nocives que vous savez, notamment les poissons qui sont morts il y a quelques mois de cela au niveau de la lagune, qui sont justement dus au déversement de ces produits dans les eaux fluviales et qui ensuite contaminent nos lacs. Et donc, l'État nous a instruits pour que nous puissions prendre les dispositions pour cela. De ce fait, depuis bientôt 2 mois, tout ce qui est produit minier, tout ce qui est produit chimique qui va sur les sites miniers est soumis à autorisation. Donc, cette approche de la surveillance de la chimie est très volatile. Elle change selon les pays. Les réalités du Ghana ne sont pas les mêmes que celles de la Côte d'Ivoire. Si le Ghana n'a pas interdit l'orpaillage clandestin, nous l'avons interdit. Donc, nous contrôlons tout ce qui concerne les produits chimiques qui vont sur les sites miniers. Voilà pour dire un peu que la notion d'armes chimiques est une notion qui nous touche tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, nous sommes confrontés à ces produits chimiques qui sont utilisés normalement pour notre bien, mais pour des questions de dose, pour des questions de concentration, pour des questions de mode d'utilisation, peuvent être très dangereux pour nos populations et pour notre environnement. La commission pour l'interdiction des armes chimiques est une commission interministérielle et comprend 14 ministères, dont le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères assure la présidence et le ministère de la Défense assure le volet technique. Vous conviendrez avec moi que lorsqu'il y a une catastrophe, comme ce fut le cas tout récemment avec l'acide sulfurique qui s'est déversé, eh bien, tous les ministères sont donc approchés et tous les ministères participent à leur manière, avec bien sûr l'appui de l'Office national de la protection civile, l'ONPC, à la gestion de l'accident chimique. Dans la configuration de cette commission, il y a d'abord le comité interministériel, qui est l'ensemble des ministres qui constituent la commission. Ensuite, vous avez le comité technique, qui sont les points focaux des différents ministères, qui réfléchissent à chaque fois à la manière ou aux procédures qu'il faut mettre en place et qui les actualisent pour voir comment est-ce que gérer les accidents s'ils parviennent. Et puis le secrétariat technique qui, au quotidien, gère la traçabilité des produits. Dans tous les cas, ce qu'il y a lieu de faire, au-delà de la réponse face aux attaques, au-delà de la réponse face aux accidents chimiques, nous espérons que nous ne serons pas victimes d'attaques chimiques, mais ce n'est pas très loin. Vous savez tous comme moi que la menace djihadiste est présente à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire. Et là, le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions. Et nous sommes appelés justement à appuyer la surveillance militaire par la surveillance, par la veille chimique. Et donc, à côté de l'action que nous devons mener face aux incidents chimiques, il y a surtout la prévention. Cette prévention va s'appuyer sur un certain nombre de volets. Le premier volet, c'est l'identification d'abord des produits qui rentrent en Côte d'Ivoire. Ensuite, l'identification des sociétés qui utilisent ces produits. Et puis aussi, il y a l'éducation et la sensibilisation de la population. Ce dernier volet tient tout particulièrement à l'OIAC. Il y a tout un développement ou toute une série de rencontres qui vont dans ce sens pour faire comprendre aux uns aux autres que les armes chimiques, ce n'est pas quelque chose de très loin de nous, mais très proche et qui constitue une menace pour nous chaque jour que Dieu fait. Le mercure est interdit. C'était le mercure qu'on utilisait par le passé, mais vous savez tous comme moi que le mercure est un produit
dont la demi-vie, c'est-à-dire le temps pour que le produit se détruise, est très long. Ensuite, le mercure, c'est un produit génotoxique. C'est-à-dire que quand le mercure arrive dans votre organisme, il va s'incruster dans ce qu'on appelle l'ADN, c'est-à-dire la molécule qui gère l'information génétique. Et va être à la base, si cette molécule est perturbée, alors ça va entraîner des cancers parce que l'organisme n'arrive pas à lire le code génétique. Donc il va entraîner des erreurs et donc être à la base des cancers. Donc le mercure est génotoxique. C'est pour cela que le mercure est interdit. Si vous voyez bien, les thermomètres médicaux initialement étaient à mercure, maintenant ils sont à alcool. Ils sont parfois bleus, parfois rouges, c'est l'alcool. Voilà. Alors, jusqu'à présent, le mercure n'entre pas en Côte d'Ivoire de façon officielle. Les sociétés minières n'en importent pas. Mais l'évaluation de l'action de lutte contre l'orpaillage tout récemment, qui nous a été rapportée par le ministère des Mines, a montré que sur certains sites d'orpaillage clandestin, le mercure a été retrouvé. Alors toute la question reste posée, par où entre ce mercure? Par où entre ces mercures? Bon, vous savez tous comme moi que nos frontières sont très poreuses et que nous n'arrivons pas à surveiller. Et il est probable que ce soit du mercure de contrebande. Sinon, officiellement, en Côte d'Ivoire, n'entre pas le mercure. C'est le cyanure qui est utilisé. Les pays qui participent à ce séminaire sont les pays de l'espace CEDEAO. L'espace CEDEAO. Les 16 pays. Bien sûr, ils ne sont pas tous présents parce que certains, pour des contraintes que je ne sais pas, ne sont pas présents à ce séminaire. Comme je le signifiais tantôt, le constat est parti du fait que si on prend les pays séparément, on se rend compte que les pays ne sont pas au même niveau de l'application de la Convention. Il y a des pays qui jusqu'à aujourd'hui ont signé et ratifié la Convention, mais n'ont pas les tests légaux pour accompagner la Convention. Et puis il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés. En Côte d'Ivoire, nous avons promulgué la loi, mais nous n'avons pas encore le décret d'application de cette loi. Du coup, nos actions sont pas toujours faciles à conduire. Bien sûr, il y a beaucoup de facteurs. Je sais que notamment le fait que les ministères ont souvent changé, donc il faut reprendre les moutures. Bon, voilà. Donc là aussi, ça fait que les pays ne sont pas au même niveau d'intervention. Maintenant, l'intervention en tant que telle, lorsqu'elle a lieu, fait intervenir les pompiers. Donc, le secrétariat permanent va mobiliser un certain nombre de structures pour intervenir, dont les pompiers. Le service de santé. Et puis, quand un incident arrive, comme c'est le cas tout récemment, le déversement d'acide sulfurique, la police doit faire l'enquête pour situer les niveaux de responsabilité. Donc, en fonction de l'incident qui se produit et en fonction de l'environnement, on va demander à certaines structures à certains ministères qui sont signataires qui font partie du comité de la commission d'intervenir parce que nous jugeons utile que leur intervention soit faite. Notons qu'au niveau des sapeurs-pompiers, il y a une structure la cellule NRBC. NRBC pour nucléaire, radiologique, biologique, and chemical. Donc tout ce qui est produit chimique, biologique et nucléaire qui sont connus comme des produits dangereux. Alors, compte tenu du fait que les capacités de ces pays sont limitées et qu'en plus ces pays n'ont pas tous la même expertise parce que ces conventions sont énormément coûteuses et les pays signent plusieurs conventions qui leur demandent un certain nombre de dispositions, d'appui financier. Compte tenu de tout cela, les pays ont des moyens suffisamment ont des moyens limités. Non seulement cela, mais aussi parce que les populations ne sont pas suffisamment sensibles à tout ce qui concerne les armes de destruction massive. Alors, on s'est dit, si un incident arrive en Côte d'Ivoire ou bien dans un pays donné, il faut que nous puissions mutualiser nos capacités, nos efforts pour pouvoir juguler au mieux cette crise.
Et nous l'avons dit tantôt, la menace par les groupes terroristes qui étaient localisés dans des pays bien donnés, notamment la Mauritanie et le Mali, pour ce qui concerne les djihadistes, c'est Boko Haram pour le Mali, pour le Nigeria, s'étend maintenant à des pays voisins. Du coup, si les produits chimiques doivent être utilisés, il faut donc qu'on puisse avoir une action collégiale et concertée. C'est l'une des raisons pour laquelle nous travaillons dans ce sens. Par exemple, je pense que la réunion d'aujourd'hui, qui va durer toute cette semaine, devrait arriver à c'est mon orientation personnelle. On va décider que tout ce qui concerne les produits d'une classe X, ces produits, compte tenu du fait que soit ils sont, par exemple, disons, les produits volatiles, ces produits volatiles toxiques vont être gérés par le Ghana, par exemple. Les produits diffusibles dans l'eau vont être gérés par la Côte d'Ivoire, etc. Donc, on pourrait faire ainsi, en sorte que quand un pays connaît un accident dû à des produits d'une catégorie donnée, eh bien, on va demander l'expertise et l'appui technique du pays qui a ses capacités, et vice-versa.